Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver, c'est un plaisir pour toute l'équipe de l'émission de vous retrouver. Et pourquoi je mentionne l'équipe? Parce que justement c'est un travail d'équipe et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Travail d'équipe, esprit d'équipe, malgré la pandémie, malgré le télétravail. On va en parler dans un petit moment avec Monsieur Moustapha Skat et on va enchaîner sur un autre sujet qui concerne toujours le bien-être en entreprise d'une autre manière puisqu'il s'agit là encore de formation continue pour les salariés. Donc comment ça fonctionne dans un contexte aussi on va dire particulier, à travers des plateformes, à travers en distanciel, bref, on va en parler avec une autre professionnelle. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là, merci à l'équipe en régie de contribuer justement en temps réel à cette émission et on y va pour ce sujet de l'esprit d'entreprise avec vous, Monsieur Moustapha Skat. Vous êtes coach de dirigeants. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir. Vous allez bien installé? Très bien, ça va. Parfait. Grâce à l'équipe technique, je suis très bien installé. Eh ben voilà, on disait bien que c'est un travail d'équipe. Justement, on ne peut pas réussir une émission seule. C'est le travail de tous qui favorise justement cette bonne ambiance, bonne humeur, etc. Mais quand on parle d'esprit d'équipe, c'est pas forcément que la bonne humeur, bonne ambiance. Est-ce qu'on dispose d'une définition correcte et exacte, Monsieur Skat? Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui me parle le plus, c'est, on parle bien d'esprit d'équipe. Hein. C'est en fait un état d'esprit qui contribue à une forte intégration positive des forces positives d'un groupe social, quel que soit le groupe. L'idéal pour moi, c'est que quand on arrive à créer avec l'équipe un corps à part, je m'explique, quand on est un bon duo en musique, par exemple, on crée un troisième personnage, c'est-à-dire que les deux, ou les trios, ils sont plus individuellement 3 personnes, mais ils créent un 4e personnage. Je pense que l'esprit d'équipe va plutôt dans ce sens. Je ne sais pas si j'étais clair, mais pour moi, c'est très important. Absolument. L'esprit d'équipe, c'est justement cette unité qui va rassembler ces différentes entités. Alors, beaucoup pensent que l'esprit d'équipe, c'est partager un bon café pendant la pause café, rigoler. Voilà. Est-ce que c'est ça, l'esprit d'équipe ? Alors, quand il s'agit d'une entreprise ou d'une organisation qui a un objectif, un dessein ou un groupe, quel que soit, une organisation, une association, ça, c'est la partie conviviale de l'esprit d'équipe. Une équipe n'est réellement équipe, à mon sens, que quand elle est mobilisée pour réaliser quelque chose, ensemble. On peut bien s'entendre, on peut avoir une très bonne ambiance de travail. Si derrière, j'ai un retour de... Alors, quand je parle, je suis doublé. Pardon ? Je ne vous entends pas, M. Skat. Justement, je disais que quand je parlais, j'étais doublé. C'est-à-dire, je m'entendais répéter mes phrases. Peut-être. Est-ce que ça va ? Je peux continuer ? Oui, on vous entend très bien. Ça vous perturbe ? Parce que moi, quand ça m'arrive, ça me perturbe. Vous, est-ce que ça vous perturbe maintenant ? Non, ça ne me perturbe pas. Moi, je voulais juste savoir si c'était normal. Non, il n'y a pas de souci. Nous, c'est bon. Ce que je voulais dire, c'est... Il n'y a pas de souci. Si vous m'entendez bien, c'est parfait. Très bien. Je disais que l'esprit d'équipe n'est réellement un esprit d'équipe que quand il sert on va dire un objectif, un dessein, une cause, etc. Parce que ce que vous dites, avoir une bonne ambiance, être bien entre camarades, etc., ça c'est de la convivialité, c'est la partie conviviale de l'équipe. Mais une équipe n'est réellement une équipe que quand elle est menée par une mission, par un objectif, par une cause, on va dire, si on veut utiliser les grands mots. Mais on dit toujours, nous, quand on parle d'équipe dans nos interventions en entreprise, c'est qu'il faut séparer l'idée, il faut faire la distinction entre un groupe et une équipe. Parce qu'on peut avoir un groupe qui s'entend très bien, mais qui s'entend très bien sans qu'il y ait de contraintes. Donc, il n'y a personne qui demande à personne quoi que ce soit, tout le monde s'entend. Mais dès qu'il y a une relation, on va dire, de donner et recevoir, là, on teste réellement l'esprit d'équipe. On teste
dans des moments de contrainte ou dans des moments de difficulté. D'ailleurs, peut-être que je fais la transition sans faire exprès sur justement ce qui s'est passé pendant la pandémie, ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui se profile comme situation particulièrement compliquée en entreprise. Absolument, en entreprise, mais aussi, vous savez, on a des images justement aussi du milieu hospitalier et qu'on le veuille ou pas, c'est aussi des gens qui travaillent en équipe, les médecins, les infirmiers, enfin voilà, tout ce staff-là, c'est un travail d'équipe sous pression, sous tension. Nous, on est confortablement installés chez nous, mais c'est le rush, c'est des fronts de guerre, les hôpitaux, et les centres hospitaliers. Alors, permettez-moi une petite digression, si vous permettez. Dans le milieu hospitalier, bon, on a eu quelques expériences. Ce qui est intéressant, c'est que il y a justement dans des moments de rush comme ça, où on sent qu'il y a des difficultés. Bon, des difficultés pour gérer le flux, pour gérer le matériel qui pourrait manquer, pour gérer aussi les émotions des intervenants, qu'ils soient médecins, infirmiers ou autres, par rapport à ce qu'ils voient. On voit aussi, paradoxalement, quelque part, une véritable réalité de la mission qu'on mène. Parce que les équipes médicales, quelque part, je veux offenser personne, mais en fait, ils redécouvrent réellement leur véritable mission. Et quelque part, humainement, il y a quelque chose qui ressort, il y a quelque chose qui apparaît dans ces moments. Donc, dans les hôpitaux militaires, par exemple, quand il y a des conflits, quand il y a des choses comme ça, il y a des gens qui s'engagent pour aller dans ces fronts-là, parce qu'ils veulent ressentir le sentiment de cette réelle utilité de sa mission. Donc, il y a quelque part, d'un côté, la difficulté qu'on vit, parce que c'est très dur. Je peux vous assurer, moi, dernièrement, j'ai été dans 2 cliniques privées, hein, je peux vous assurer que ce soit le staff dirigeant ou le staff qui est sur le front, c'est très, très difficile et très dur, je ne vous le fais pas dire, mais en même temps, il y a quelque part, il y a une petite lueur dans les yeux des gens qui se disent finalement, voilà, on est vraiment utile et on retrouve le sens de la beauté de notre travail. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ça reste difficile. Bien sûr. Mais en entreprise, justement, où on sait que le travail d'équipe est important, où beaucoup ont travaillé en télétravail, continuent depuis le mois de mars en télétravail, certains peut-être devront y retourner prochainement. Est-ce qu'on peut maintenir l'esprit d'équipe, le travail en cohésion et de cohésion, même en étant physiquement distants les uns des autres? Alors d'abord, comme je l'ai peut-être déjà dit la dernière fois dans votre plateau, même virtuellement, il faut qu'à un moment donné, on arrête de croire que les choses vont revenir comme avant. Je pense qu'aujourd'hui, tant qu'on ne fait pas le deuil d'un paradigme de travail, on va toujours rester pour certains, je ne parle pas de tout le monde bien sûr, je crois qu'à un moment donné, sincèrement, dans la trilogie dont j'ai parlé la dernière fois, il faut faire face à cette réalité et après donner du sens à cette réalité. Tant qu'on ne donne pas du sens à cette réalité, à cette nouvelle réalité, c'est-à-dire de se dire que si on attend encore que les choses reviennent comme avant, le télétravail va s'installer. Moi, je vous le dis pas, c'est pas moi qui le dis, mais tous les indicateurs et toutes les études qui sont menées actuellement disent que le télétravail, d'ailleurs, déjà, bien avant la pandémie, je crois que vous êtes, Madame Kharouani, vous êtes au courant que ça fait déjà 3 ou 4 ans que le télétravail était devenu un vrai sujet. C'est ça. Mais, sauf qu'aujourd'hui, ça s'est accéléré, comme la digitalisation. C'est-à-dire, il y a 3 choses importantes dont on parlait comme ça, de manière un peu académique. Et timide, parce que justement,
J'en avais parlé il y a 2 ans, je pense, dans On se dit tout, mais honnêtement, j'en parlais parce que c'était une notion qui circulait autour de moi, mais presque j'avais honte d'en parler. Enfin, j'étais très timide par rapport à ce sujet, parce que je me disais, comment on peut dire à un chef d'entreprise, à des managers, que venir sur place n'est pas important, qu'on peut réussir à surmonter ces challenges, à être productif, etc., mais à distance. Ça ne rentre pas dans la tête des gens. Alors qu'on est encore dans beaucoup d'entreprises dans le pointage, dans la vérification, dans le contrôle du présentiel, etc. Alors, il y a 4 choses qui sont en train de s'accélérer aujourd'hui. Il y a la notion de leadership, la notion de communication, la véritable communication au sein de l'entreprise, la digitalisation, très important. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, et le télétravail. Ces 4 notions-là, quand on parlait nous-mêmes, professionnels de ce qu'on appelle, je préfère dire les sciences des comportements ou des personnalités, tout ça, c'est des sujets qui étaient quelque part confinés. Je ne veux pas faire de jeu de mots malveillants. Ils étaient confinés soit au niveau universitaire, soit au niveau de centres de recherche sociologique, etc., ou de grandes entreprises qui commençaient déjà à voir l'avenir autrement pour optimiser les déplacements, diminuer l'empreinte carbone, etc. Mais c'est vrai que quand on en parlait, c'était un petit peu comme si on était des snobs de la réflexion stratégique en termes de management et de leadership. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Vous voyez comme les choses peuvent basculer rapidement. Aujourd'hui, tout le monde parle de télétravail comme si c'était normal. C'est-à-dire que le changement de paradigme s'est imposé par lui-même. Et c'est pour ça que nous incitons les entreprises. Quand je dis entreprises, Yasmina, ce n'est pas seulement les entreprises qui sont dans le privé. Pour moi, dès qu'on est dans un groupe social pour produire une valeur, pour moi, c'est une entreprise, une force d'entreprendre. Donc, quand je dis entreprise, ça peut être privé, public, association, tout groupe de personnes qui est censé produire quelque chose, produire une valeur. Je crois qu'aujourd'hui, à mon humble avis, la meilleure leçon qu'on doit tirer de cette période, c'est que, on ne peut plus rien faire tout seul, quelle que soit notre capacité à pouvoir travailler. Deuxièmement, il faut maintenant tout de suite s'ouvrir à l'innovation. On a bien compris, il y a beaucoup d'organisations qui ne pensaient même pas à faire du télétravail. Maintenant, elle le fait très bien. Mais si vous permettez, est-ce qu'on a besoin du contact physique pour l'esprit d'équipe ? Est-ce que c'est tributaire aussi de ces rapports humains, physiques, se rencontrer, avec la part de convivialité dont vous parliez tout à l'heure en disant que oui, partager un café pendant la pause café, c'est pas l'esprit d'équipe, mais c'est la convivialité et ça peut contribuer. Donc est-ce qu'on en a forcément besoin pour que ça continue ou il va falloir réadapter la notion ? En tant qu'être humain, on en a toujours besoin. Moi, je pense pas, franchement, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un jour, on va tous être chacun dans sa petite bulle et communiquer via des applications. Vous avez aujourd'hui un foisonnement d'applications pour faire des fêtes virtuelles, etc. C'est très bien ça. Ça peut être très, très utile. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui mettent en place des intranets en entreprise pour faire des choses au-delà des choses professionnelles, mais d'organiser des événements, etc. Ça, oui, ça peut devenir quelque chose d'intéressant, mais le contact direct doit rester, il va rester de toute manière, vu notre nature humaine, sauf qu'il va falloir un petit peu le faire avec d'une manière différente. Je vous donne un exemple très simple. Dans une société de logistique, il y avait les gens qui étaient au siège et il y avait toutes les personnes qui étaient sur le terrain, en tout cas sur les routes, des grands transporteurs internationaux routiers et ces gens-là, eux, ils étaient très bien connectés entre eux, les chauffeurs. C'est ça. Quand il y a eu la pandémie, il y a une prise de conscience qu'en fait, parce que les gens qui n'avaient jamais senti la solitude du télétravail ont commencé à l'expérimenter.
Et quelqu'un a dit, mais pourquoi de temps en temps, on ne fait pas un petit coup de fil, on ne passe pas un coup de fil à des collègues qui sont sur les routes pour leur dire si tout va bien, à minuit, parce qu'il fait le chargement à 10 heures du soir, il prend la route à Tanger, et puis il est à Azela, et puis tu as un groupe de collègues du bureau qui lui disent « Coucou, on est là ». Vous voyez que quelque part, le contact physique, il est important. Ça a réveillé quelque chose. Absolument. En fait, l'empathie. L'empathie collective. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Mostafa Srqat, d'avoir été avec nous. Vous êtes Leadership and Change Strategist à Crestcom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Et toujours un plaisir d'échanger avec vous et de revenir aussi sur ce sujet de l'esprit d'équipe, mais lorsqu'il n'existait pas, en fait, parce que ça ne va pas de soi. Lorsqu'il n'existait pas, est-ce qu'on peut le fructifier à distance? Eh bien, on programmera ça avec vous prochainement. Merci beaucoup, Monsieur Srqat. Et j'enchaîne tout de suite avec vous, Nawal Bakri. Bonsoir Nawal, comment ça va? Bonsoir Yasmine, un plaisir d'être reçue par toi et d'être l'invité de ton émission Osdito. Avec grand plaisir, Nawal. C'est un plaisir pour moi de te retrouver, de vous retrouver. Alors, vous êtes consultante manager et avec vous ce soir, la formation à distance, comment réussir le pari. Aujourd'hui, le travail se fait différemment, la formation continue pour les entreprises également. Comment vous, en tant que consultante, vous gérez la situation, Nawal? Alors, je dois avouer que j'étais chanceuse durant la période de confinement, dans le sens où on a pu quand même réaliser quelques actions de formation à distance. Et quand je dis réaliser, c'est au profit de différentes populations cibles. Et c'était une excellente opportunité de voir, je dirais, l'acceptabilité de ce nouveau mode de fonctionnement, de ce mode d'apprentissage sur différentes catégories, je dirais, socio-professionnelles, sur des micro-entrepreneurs, sur des jeunes porteurs de projets, voire même des fonctionnaires au niveau du ministère. Au-delà du premier mois où on se demandait qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on switch, est-ce qu'on attend des décisions. Mais alhamdoulilah, en tous les cas, moi et beaucoup de mes confrères, on a pris le bon virage au bon moment. Et je peux vous dire que déjà, j'avais démarré la première, je dirais, formation au mois d'avril. C'était de l'inconnu, c'était aventureux. Donc, on y a mis beaucoup de cœur, on a utilisé les plateformes qui se présentaient et on a essayé vraiment de mettre beaucoup d'efforts et beaucoup de cœur pour qu'on puisse transmettre le savoir à nos cibles via l'outil numérique aujourd'hui. Alors justement, est-ce que ça change la manière de préparer sa formation, la manière de l'aborder, la gestion de votre temps? Parce que j'imagine, en temps normal, lorsque vous arrivez sur place pour une formation, elle peut durer une journée, elle peut durer 48 heures. Mais là, puisque c'est à distance, à travers des plateformes et des écrans, est-ce qu'on optimise plus le temps? On perd moins de temps sur différentes choses. Il n'y a pas de pause café, par exemple. On en parlait tout à l'heure, mais il n'y a pas de pause café. Mais voilà, c'est-à-dire la formation, au lieu qu'elle dure 48 heures, elle va durer quelques heures et c'est largement suffisant. Est-ce qu'on travaille différemment? Alors, je peux vous dire, Yasmina, que j'ai expérimenté différentes formes de formation. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir cette opportunité de partager avec mes confrères, mais aussi avec nos chers téléspectateurs. Effectivement, on a commencé au départ avec des conférences à distance de 3 heures, donc pour tester un peu, je dirais, le souffle aussi de l'audience, parce qu'elle est de l'autre côté. Et par la suite, on a même pu enchaîner des formations, je dirais, de 9h à midi, de 14h à aller jusqu'à 16h30, 17h, avec le temps de pause qui est accordé bien sûr aux participants et avec la pause déjeuner qu'il faut. Maintenant, pour répondre à ta question concernant les préparatifs, le conducteur, il y est, parce qu'il ne faut pas, je dirais, perdre le nord. Il y a un conducteur de séance. Maintenant, ce qui est challengeant, effectivement, c'est toute la méthode d'animer une formation à distance. Parce que il y a la technologie aujourd'hui qui est en faveur de la transmission de ce savoir, mais il y a aussi des contraintes, des barrières technologiques qui font que toute l'animation, toute l'activité, toute l'énergie qu'on veut mettre dans la formation aujourd'hui, elle est, je dirais, différente. Par exemple, c'est très bien qu'on puisse le faire, qu'on puisse challenger quelques outils, qu'on puisse créer même des showrooms, je dirais, pour pouvoir faire des petits ateliers, des travaux en workshop.
Maintenant, quand on veut travailler des activités de brise-glace pour démarrer la journée ou des activités de energizers pour pouvoir un peu mettre un petit peu de souffle, pratiquement on le fait après la pause déjeuner, il n'est pas évident d'embarquer tout le monde dans l'énergie qu'on veut et qu'il y ait un écran, une barrière entre nous. Donc là, il y a quelques challenges quand même à relever et c'est là où vraiment l'intelligence, je dirais, de l'animateur ou du formateur et les mises à contribution. Il doit être très intelligent. Il y a de l'empathie, je dirais, de la sensibilité vis-à-vis de sa population cible. Il doit connaître un peu, déjà dès la matinée, comment les aborder. Quels sont les trucs et astuces qu'il peut mettre, je dirais, en valeur pour pouvoir les embarquer, les fédérer, parce qu'on est aussi challengé au niveau de l'attention. Mais on quels sait sont bien vos qu'une trucs et personne astuces derrière pour un écran, gérer ça, justement, quand bien même elle est Nawal? inscrite. Quels sont vos trucs et astuces à vous? C'est l'expérience qui parle. Oui, c'est l'expérience qui parle. La matinée, quand elle démarre, on sait très bien comment dès la première heure, on connaît un peu, je dirais, on a le pouls quelque part de la salle virtuelle. On a identifié quelques personnes, quelques astuces. Et il faut que aussi qu'on a cette méthode de faire. On a un peu d'humour, on a un peu on ramène beaucoup on est dans l'histoire, dans le storytelling, et c'est ce qui peut capter l'attention des participants. Il faut aussi être, je dirais, dans l'acceptance de cette situation. Ça veut dire qu'on peut avoir des participants qui décrochent quelque part, mais tout le génie du formateur, c'est de temps à autre de les interpeller. Moi, j'hésitais pas à faire un peu, et on en rigolait un peu comme la maîtresse pour rappeler des gens à l'ordre avec leur nom et leur prénom. Ça nous rappelait un peu la période du lycée, mais elle est importante parce qu'ils me l'ont dit à la fin. Il y en a qui m'ont dit, on vous remercie parce que des fois, derrière un écran, on peut rêvasser, on peut être un peu out, et c'est bien que tu nous rappelles en nous rappelant un peu à l'ordre et de nous embarquer. Alors, astuce aussi, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, le métier de la formation, il est très challengé, il est beaucoup plus basé sur l'action. Donc, on parle de formation action, de formation à l'adulte. Et donc, tant qu'on met, je dirais, en pratique toute la partie théorique, toute la partie apprentissage, les personnes sont vraiment présentes à 100% avec nous. Donc l'activité, mettre en pratique les petits ateliers, les petits exercices, même à distance. On peut se permettre d'écrire sur un bout de papier, de le montrer sur l'écran. On peut, des fois, on peut m'envoyer sur mon téléphone et je partage l'écran du téléphone pour montrer le résultat. Je peux te dire, Yasmine, qu'on n'arrive pas encore d'innover en termes de pédagogie. Oui, toutes les méthodes sont belles. Avec un peu d'intelligence, il ne faut pas en demander trop. Parce que sinon c'est frustrant pour les participants à distance, mais c'est un dosage qui vient peut-être au bout de la première journée. Si on s'inscrit dans un cycle, dans la première journée, tu connais un peu je dirais la température du groupe, tu sais sur quoi tu peux aller, et puis tu les challenges. La première formation que j'ai délivrée, et j'aime beaucoup partager l'expérience, c'était avec des femmes micro-entrepreneurs, avec tout le respect que je leur dois, et j'avais des femmes qui étaient instruites, d'autres non, smartphone difficilement, et on a pu quand même télécharger une plateforme numérique, on a pu travailler. Je les retenais 3 à 4 heures, et on travaillait sur un thème qui est l'éducation financière par exemple, qui n'est pas évidente, mais c'est le souffle, les exercices, le partage de l'imagerie, un peu de visuel, un peu de vidéo. Tous ces éléments-là, vraiment, ce sont les bons ingrédients qui peuvent contribuer à la réussite, donc, je dirais, d'une formation à distance. Alors, cette formation à distance dont vous nous parlez à l'instant, c'est un très bon exemple, Nawal, parce qu'on se rend compte que finalement, une formation, ou plutôt l'écran, n'est pas uniquement fait pour les gens qui ont un certain niveau de savoir ou intellectuel. C'est pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Enfin, pratiquement tout le monde a un smartphone. La connexion, le service de connexion, enfin le service réseau est très bien distribué à l'échelle nationale. Et donc, il ne faut pas hésiter à offrir des formations, voilà, à différents groupes, comme vous l'avez dit, socio-économiques. Effectivement, moi je trouve qu'il y a dans cette situation, il y a un bien, il y a un mal. Et dans la partie bien, c'est que ce travail, cette formation à distance, je dirais, elle a pu même inclure, je dirais, contribuer à une inclusion sociale de quelques couches de population qui n'avaient pas accès à la formation auparavant, qui avaient du mal à avoir l'information, qui avaient du mal à mettre le pied dans des établissements de formation. Aujourd'hui, via son smartphone, elles ont accès à des cycles de formation. Par exemple, j'ai formé des femmes
qui portaient des projets d'entreprise. On a pu faire plein de choses très très belles et très instructives. Et on a pu aussi accompagner des jeunes pour monter des projets sur des cycles même de 10 jours de formation. Et on tenait le rythme parce qu'il y avait tous ces ingrédients-là qui faisaient que on avait le même réveil, on mettait de la musique, on respectait les pauses café, on se permettait de rigoler de temps à autre, de parler de la situation d'une manière un peu plus, je dirais, positive pour en tirer le meilleur. Et donc, moi, je trouve que ce sont de belles aventures que nous vivons aujourd'hui. Nous nous challengeons, nous nous auto-challengeons et on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas l'innovation dans la pédagogie. Et quand l'audience nous le rend très bien, en assimilant le contenu, avec leurs réponses, avec leurs réactions, avec leur implication, on ne peut que donner le meilleur de nous-mêmes. Vous m'avez donné envie, Nawal, de suivre une formation avec vous. Avec grand plaisir, marhaba. Et donc, cette première population, je vous jure que c'était mon challenge à moi, parce que, et à la fin, c'était très poignant. On s'est quitté presque en larmes lors de la dernière session. Pourquoi? Parce qu'elles nous ont dit on était exclus, on était chez nous. On voyait nos enfants triturer un peu leur téléphone pour faire des petites rencontres virtuelles avec leurs copains. Et nous, on était chez nous à ne rien faire. Grâce à toi, on a au moins 2 rendez-vous par semaine. On a hâte de nous retrouver derrière un écran, mais on apprend, on sent qu'on vit, on sent qu'il y a une contribution communautaire. Et tu nous apprends beaucoup de choses, surtout qu'elles étaient sur la voie de créer un projet. Cette pandémie et surtout qu'on n'est pas près de voir le bout du tunnel. Merci infiniment, Nawal Bekri, d'avoir été avec nous en direct. C'est un plaisir de vous entendre, de vous suivre. Rediffusion ce soir à 22h30 de ce rendez-vous. Et puis, rendez-vous demain pour un nouvel épisode. On est jeudi demain. Voilà. Justement, Eid Moubarak Saïd pour demain, pour la fête de Eid Maoulid. Je vous laisse pour la suite des programmes sur Média TV. 15h30 demain, Blamiad avec Farhana. Et 18h30, on se dit tout. Très bonne soirée à toutes et à tous. Voilà.